Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bonjour à tous, bienvenue dans 21 millions, l'émission Crypto-Pédago qui vous explique simplement les crypto-monnaies, la blockchain et la décentralisation numérique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'intéresser à la lutte contre les arnaques dans la crypto. Il faut dire qu'elles sont particulièrement nombreuses et ce n'est pas pour rien que Bitcoin et consorts sont parfois taxés de fraude. C'est presque devenu une habitude. À chaque fois que les crypto-monnaies traversent une phase ascendante, des centaines de malfrats profitent de la naïveté d'investisseurs mal informés pour leur soutirer leur argent. Et comme c'est souvent le cas sur internet, et d'autant plus avec les cryptos, si vous vous faites avoir, vous pouvez quasiment dire adieu à votre mise. C'est pour cette raison qu'il est très important de pouvoir poser des questions à des spécialistes qui sauront vous aiguiller en cas de souci, voire vous éviter un drame. Dans cet épisode de 21 millions, je reçois ainsi Quentin de Beauchêne, alias CryptoFR, dont le forum et le Slack sont parmi les meilleurs espaces de discussion en français. Des milliers de personnes y sont inscrites et une communauté de fidèles passe au crible les projets qui naissent tous les jours. C'est simple, lorsqu'un aspect technique de la technologie blockchain me pose problème, c'est souvent là que je trouve la réponse à ma question. Avec Quentin de Beauchêne, nous reviendrons sur l'histoire de la communauté de CryptoFR, ses grands faits d'armes, et il prodiguera quelques conseils pour apprendre à ne pas se faire avoir. Bonjour Quentin de Beauchêne, bienvenue dans 21 millions. Bonjour Grégory. Alors on vous connaît principalement comme le créateur de CryptoFR, qui est probablement la communauté francophone la plus pointue dans le domaine. Alors vous êtes présent sous la forme de forums, d'un Slack, et moi-même j'y ai souvent recours lorsque je cale sur une question technique. Est-ce que vous pouvez nous raconter sa genèse ? Alors en fait CryptoFR, de manière assez amusante, a démarré comme un forum d'altcoins. Donc les altcoins c'est ? De coins alternatifs à Bitcoin. En fait, à l'époque, c'était en juillet 2014, le 8 juillet 2014 d'ailleurs précisément, que CryptoFR a commencé. C'est un forum qui a été créé pour pouvoir pallier à la section altcoin sur le forum Bitcoin Talk, qui était à peu près le seul forum disponible pour discuter de crypto-monnaies. Et donc il est en anglais ce forum-là ? Il est en anglais, mais il y a une section française. Et en fait, cette section française-là, tous les altcoins étaient au même niveau. Donc qu'on parle de Pincoin, Dogecoin, Litecoin, etc. C'était tout au même niveau. Donc les coins qui avaient un intérêt et ceux qu'on n'avait pas étaient au même niveau. Donc l'objectif était de se dire, on va créer un forum, une communauté où on pourra discuter de tout ça à côté de Bitcoin. Depuis, c'est bizarrement, CryptoFR est plutôt devenu un repère de Bitcoiners qu'un repère d'altcoiners. Alors, combien de membres comptez-vous actuellement là ? Alors, ça a pas mal fluctué, surtout depuis le top de décembre 2017. Sur le Slack, on a atteint les 4500 membres. On a plusieurs centaines d'actifs toutes les semaines. Sur le forum, on est encore dans le millier de visiteurs par jour, d'utilisateurs par jour. D'accord. Donc là, justement, vous parliez d'un forum et d'un Slack. Alors, est-ce qu'on peut différencier les deux ? Est-ce qu'il y a une utilisation distincte ? Alors, en fait, l'utilisation remonte aussi à la genèse de CryptoFR, c'est-à-dire que au départ, on avait le forum. Donc les premières personnes se sont rencontrées via le forum, la communauté s'est créée via le forum, et on est passé sur IRC. On a eu une conversation sur IRC où il y a pas mal de gens qui sont regroupés. On était en chute depuis début 2014, en 2015, donc les gens avaient commencé à se désintéresser. Donc l'activité du forum était quasiment au point mort, ce qui faisait qu'au final on discutait quasiment que sur IRC, et petit à petit, l'IRC s'est rempli. On arrivait à une centaine de personnes sur IRC, ce qui est absolument illisible quand on a un seul channel de discussion. Donc, on est passé d'IRC à Slack. Et depuis, la communauté Slack a grossi,
avec les personnes du départ. Ce qui veut dire qu'en fait, on a ajouté de l'expertise à l'expertise. Et le Slack est devenu un forum de discussion au final, où les gens sont principalement les experts de 2014 et d'avant. Alors que le forum, avec le renouveau du Bitcoin en 2016 et des altcoins avec Ethereum par la suite, est plutôt un forum de discussion très général où les gens viennent, posent des questions quand ils sont novices et aussi les gens viennent quand ils ont certains problèmes avec les crypto-monnaies. D'accord, donc sur le Slack, il y a plus de proximité en fait, on peut dire. C'est ça. Après, il y a aussi une proximité sur le forum avec les membres qui se connaissent depuis un certain moment, mais c'est un peu moins ancien. C'est-à-dire que les personnes qui fréquentent le forum de manière assidue le fréquentent depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, alors que pour le Slack, c'est des gens qui se connaissent depuis quasiment 5 ans. D'accord. Donc je ne vais pas forcément outer les membres du Slack, car je sais que beaucoup tiennent à leur vie privée, hein, mais la plupart des fleurons français du secteur, ils sont représentés. On peut citer pêle-mêle des membres de Ledger, CoinHouse, Consensus. Est-ce que vous en avez d'autres en tête ? Je pense qu'on peut parler aussi de Wallet. Par exemple, on avait aussi Utocat. Enfin, on a un petit peu toutes les startups françaises, et le Slack a aussi en fait lancé 2 associations qui sont assez connues maintenant. La chaîne Tech, qui s'est d'abord faite sur un channel de ce Slack, et l'Asset également. Donc l'association Ethereum et l'association Blockchain Chain Tech. Alors, CryptoFR s'est fait une spécialité, c'est la lutte contre les arnaques, qui, il faut le dire, sont plutôt légion dans le secteur. Qu'est-ce qui vous motive dans cette démarche ? Alors en fait, c'est, je dirais, à la fois notre historique, c'est-à-dire que pour la plupart, comme je disais au départ, la plupart des gens qui ont créé CryptoFR, qui sont à l'origine de CryptoFR, sont des personnes qui étaient au départ dans les altcoins, dans les coins qui ne sont pas Bitcoin, dont 95% de ceux qu'on a dû trader au départ sont morts. Donc on s'est fait beaucoup avoir. Entre 2014 et 2016, à peu près toutes les personnes que vous pourriez connaître qui sont maintenant reconnues comme des experts ont été aussi des pigeons. Donc, via cette expérience, on a aussi envie que ceux qui arrivent depuis 2007, 2017, 2018, etc. ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, ce qui est assez logique. De l'autre côté, on a aussi pas mal de personnes qui sont arrivées sur le forum pour témoigner d'une arnaque qu'ils ont subie, ou on a aussi des arnaques qui ont tenté de faire leur publicité sur le forum. Donc ces 2 choses font qu'on a voulu aussi protéger ces personnes-là, les conseiller pour leur dire si elles avaient eu une arnaque, dire ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour la suite. Et pour les arnaqueurs, on essaye de démontrer que ce sont bien des arnaques. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous citer des arnaques connues que les membres de CryptoFR ont contribué pas à détruire forcément, mais à déceler ? Alors, avant l'enregistrement, vous me parliez par exemple du Plexcoin. Alors le Plexcoin, je pense que c'est une des arnaques sur lesquelles on a vraiment eu un impact fort. C'est une arnaque qui a été faite au moment du boom des ICO, qui est basé au Québec. Et en fait, Plexcoin s'est présenté comme une nouvelle carte. Une carte pour utiliser ces cryptos, comme il y en a beaucoup à la Wirex, par exemple. Donc une carte de paiement, quoi. Une carte de paiement. Et plein d'autres choses, évidemment, qu'il promettait la lune et il fallait investir dans Plexcoin. Le point qui nous a fait tilter dès le départ, c'est que les fondateurs n'étaient pas connus. Eux ont avancé, oui, on n'est pas connus, mais c'est comme Satoshi. Ce qui, si c'était un vrai projet décentralisé, paraîtrait assez... Enfin, actuellement, c'est le cas pour Mimblewimble, par exemple, qui est une toute nouvelle crypto-monnaie créée à partir d'un white paper qui a été posé sur un channel de discussion Bitcoin. Mais là, on est sur une application purement business, donc les personnes qui sont derrière doivent être connues. Si derrière elles font du business avec Mastercard, des Visa, derrière ces gens-là sont connus. Donc
On a demandé à ce qu'ils soient connus. Ils ont tenté de faire leur publicité sur CryptoFR. Et on a donc vite réalisé, démonter point par point tout ce qui n'allait pas sur leur white paper, qui était un petit peu ridicule. Et eux se sont défendus, ont commencé à vouloir nous attaquer. Par contre, ils ont fait une grosse erreur, c'est-à-dire que sur un des posts qui a été fait sur le forum, ils ont publié le post avec leur IP, donc leur adresse internet réelle. Toutes les autres avaient été faites à l'aide de VPN, avec l'aide de VPN, et en fait, sur celle-là, on avait leurs vrais locaux, ce qui a permis en fait, par la suite, à l'AMF québécoise de leur tomber dessus, de faire de récupérer les informations qu'ils avaient à leur travail, et donc de déceler cette arnaque. Donc c'est celui, en fait, c'est vraiment l'arnaque sur lequel on a eu le plus d'impact. Et dans des articles de l'époque, donc c'était en 2017, hein, c'est ça 2017-2018. En tout cas, il y a un tribunal québécois qui vous a cité nommément dans un rapport. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on a fourni les preuves que cette personne-là agissait pour Plexcoin. Ce qui a permis à l'AMF et ensuite à la SEC américaine de tomber sur ces personnes-là. Lors de la folie des ICO, CryptoFR s'est révélé un sacré vérificateur. Beaucoup d'entrepreneurs sont venus défendre leur projet, comme vous disiez, hein, devant les membres. Et on peut dire que certains ont passé un sale quart d'heure, quoi. Ce que CryptoFR dit, c'est ce projet est une arnaque tant qu'on ne nous a pas prouvé le contraire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, malheureusement, la majorité des projets qui sont réalisés sont là pour prendre votre argent et pas pour vous en faire gagner. De toute façon, de manière générale, l'objectif est de gagner de l'argent. Donc, 90% ou peut-être plus des projets sont soit des arnaques, soit des projets mal ficelés. L'objectif, pour nous, c'est de savoir si ces projets-là ont un sens, peuvent amener à quelque chose. Donc, de base, on dit que le projet n'en a pas. Ensuite, c'est à la personne qui a ce projet de nous prouver qu'il y a des raisons, qu'on doit utiliser la blockchain pour ça déjà, qu'il y a un sens monétaire ou business pour que son coin vale quelque chose dans le futur, et que derrière, il n'y a pas de risque qui parte avec la caisse. Donc en voyant ces points-là, on va réussir par la suite à voir si ce projet-là est solide ou pas. Et à partir de là, on approuve. Enfin, on va jamais approuver de manière générale, mais on va pas l'afficher dans les scams. D'accord. Mais justement, c'est assez marrant. Moi, j'y ai assisté aussi dans le Slack. Un entrepreneur arrive et il y a donc une multitude d'experts super compétents qui lui posent des questions ultra pointues. Et en fait, un fraudeur ou quelqu'un qui a juste mal ficelé son projet, on le repère tout de suite, quoi. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la page du forum CryptoFR consacrée à un petit projet aura tendance à remonter très haut dans Google. Ainsi, un projet étiqueté scam ou arnaque par CryptoFR aura beaucoup de chances de remonter dans les moteurs de recherche à cause de votre sanction. Est-ce que vous avez conscience d'avoir une grande responsabilité pour la poursuite d'un projet ? Oui, on a conscience qu'on est très bien référencé sur Google et on fait donc très attention en fait à ce qu'on met. C'est-à-dire qu'on va pas mettre attention, c'est une arnaque si on n'a pas de preuves en tant que telle. C'est pour ça qu'en fait on a aussi créé carrément une catégorie sur le forum qui s'appelle arnaque, scam et vigilance, qui va à la fois référencer les arnaques et les projets dont on ne sait pas vraiment si c'est des arnaques ou peut-être qu'ils sont mal ficelés ou peut-être que c'est une arnaque mais on n'a pas de preuves. Donc on leur met un tag vigilance qui pourra aussi remonter comme ça sur Google où les gens pourront se dire attention, il y a peut-être un hic. C'est ce qu'on veut dire, on ne peut pas dire que c'est une arnaque quand on n'a pas une preuve formelle que c'en est une. On sait aussi que ça peut aider
aussi les projets. Donc il y a des projets qui ne sont pas affichés avec arnaque, vigilance, etc., qui se retrouvent plutôt bien placés dans les résultats Google grâce aux différentes sections de CryptoFR. Et plus globalement, quelles sont aujourd'hui les plus grosses arnaques qui tournent dans le secteur des crypto-monnaies ? De quoi on doit se méfier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est à peu près toujours sur le même type d'arnaque. Il y a toutes les arnaques faciles, c'est-à-dire qu'on va copier-coller un truc qui marche bien. Derrière, on met un token qui ne sert à rien, mais ça va amener de l'argent. Actuellement, par contre, ce qu'on a le plus comme arnaque, c'est des arnaques qui ne sont pas des arnaques crypto. C'est des arnaques en fait qui se basent sur la réputation des cryptos pour arnaquer des gens. Et là, en général, ça ne cible pas le public. De manière générale, le public crypto, c'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Là, on est plutôt sur des victimes qui vont avoir entre 40 et 70, voire 80. C'est les arnaques qu'on appelle des faux échanges, qui ont été, heureusement, l'AMF en a discuté assez régulièrement ces derniers mois. C'est des sites qui se présentent comme des échanges. Donc des échanges, des bourses de crypto-monnaies ou des bourses courtiers, de crypto-monnaies, c'est des courtiers où on peut acheter des cryptos. Sauf qu'on n'achète rien en fait. Sauf qu'on n'achète rien. En fait, on va acheter des cryptos, on va nous présenter un cours qui monte. Ah, c'est génial, j'ai mis 200 €, j'en ai reçu 400. Bon, et la personne me rappelle ensuite au téléphone, mettez 500 demain, vous pourrez avoir 1500. Donc, petit à petit, ces gens-là vont mettre 2000 €, 10 000 €, 20 000 €, ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Et ils constatent un faux cours grimper, donc forcément ça les incite. C'est ça. Parce qu'en plus au départ, les gens vont leur rendre l'argent en fait. Et au bout d'un moment, ils mettent 100 000 €, et là, ils n'ont plus de réponse. Et quelques semaines après, le site disparaît. Parmi les plus connus, par exemple, sur les faux échanges, il y a un site qui s'appelle CoinQuick, qui a fait énormément de victimes. Il y a plus de 314 réponses sur le sujet, par exemple, sur le forum CryptoFR, donc qui était un faux site. Il y a eu des faux CoinHouse, c'était la maison du bitcoin.eu, le coinhouse.uk ou je ne sais quoi. Juste pour situer, CoinHouse ou la maison du bitcoin, c'est un acteur très sérieux, très connu, mais à chaque fois, on jouait sur une lettre dans l'URL. On joue sur l'URL, etc. Et de cette manière... Et d'ailleurs, CoinHouse avait reçu pas mal d'appels en disant mais j'ai mis de l'argent chez vous. Ah non, apparemment non, on vous a jamais vu, vous avez mis l'argent chez un homonyme. D'accord. Par contre pour OneCoin, on est sur un autre type d'arnaque qui est le multi-level marketing, le marketing de réseau. C'est de l'arnaque au porte-à-porte. En gros, sur les arnaques de type faux échanges, c'est de l'arnaque internet. On essaie de vous contacter par internet ou on contacte par téléphone, mais vous ne voyez jamais, au final, votre arnaqueur. Pour OneCoin, c'est à peu près le même principe que les choses un petit peu bizarres comme Herbalife. L'objectif, c'est qu'on vous vende un produit et qu'ensuite vous deveniez vendeur de ce produit et vous le vendiez à votre frère, votre mère, vos amis, etc. Et ils ont eu l'idée assez géniale d'appliquer ça aux crypto-monnaies en 2014. Et ça a très très bien marché. Donc d'où l'utilité de CryptoFR pour pouvoir déceler ce genre d'initiative. Et vous avez récemment créé l'association CryptoFR. Alors quel est son intérêt ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus avec une structure associative ? Déjà, en fait, l'association nous permet de nous protéger. Parce qu'en fait, on recevait, comme je disais tout à l'heure, des mises en demeure et ce genre de choses peu sympathiques qui arrivaient directement pour moi ou pour d'autres membres de la communauté. On a maintenant une personne morale qui va permettre que ce soit l'association qui se défende et pas une personne physique. Et derrière, CryptoFR a toujours été là pour informer sur les crypto-monnaies, pour connecter la communauté
les différentes parties de la communauté ensemble pour éduquer et pour se battre contre les arnaques. En fait, toutes ces choses-là, c'est du ressort de au final, on va dire de la consommation. En fait, on est CryptoFR créer une association de consommateurs avec l'objectif, en final, de défendre les consommateurs et de les aider, de les éduquer. Et c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas du tout présent actuellement dans le paysage associatif français, dans les crypto-monnaies et les blockchains, où au final on est plutôt soit dans la technologie, soit dans le lobbying, ou dans la promotion de telle ou telle crypto-monnaie. Et est-ce que vous avez l'impression que les autorités font le nécessaire pour stopper les arnaques ? Les autorités, malheureusement, sont assez limitées dans leurs possibilités. On le voit, par exemple, avec l'AMF et OneCoin. OneCoin se revendique, au final, comme une crypto-monnaie. Ça n'est pas une, mais se revendique comme une crypto-monnaie. Il se revendique avoir un cours. En fait, il se revendique comme un investissement. Sauf que, factuellement, ce n'est pas un investissement. Donc, ce n'est pas du ressort de l'AMF. Ce qui n'est pas logique. Parce que quand on a quelque chose qui se revendique comme un investissement, l'AMF aurait le droit de dire quelque chose. Et juste un dernier point sur les arnaques. On se met à la place d'un investisseur. Là, on veut investir dans un coin un peu obscur. Alors, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question avant d'investir ? Alors, je dirais la première chose à faire, comme toujours, est d'utiliser son navigateur internet, de rechercher le projet et de regarder ce que les gens disent dessus sur des forums comme CryptoFR ou peut-être d'autres, mais des forums qui ont déjà un petit peu de compétences, pas sur les derniers. Un point à éviter de manière générale, éviter de regarder les news. Il y a beaucoup de sites de news qui sont soit payés par les projets dont ils parlent, soit derrière, en fait, ils n'ont pas beaucoup de connaissances et ils vont pas très loin dans le projet. Du coup, personnellement, je recommande la lecture de Capital, c'est plutôt pas mal. C'est ça, je parlais plutôt des médias crypto purs. Mais oui, il y a certains, surtout les sites anglais, il y a beaucoup de sites qui sont peu recommandables, qui vont vous vendre des projets plutôt que vous écrire quelque chose dessus. À côté de ça, il faut regarder les antécédents des créateurs, toujours pareil. Il faut regarder un point important, si la blockchain a un sens. En fait, qu'est-ce que veut dire si la blockchain a un sens? Si vous ne connaissez pas très bien la blockchain, en fait, il faut regarder le projet et vous dire, est-ce que ça a un sens que ce projet-là soit décentralisé et pas sur un site classique, en fait, le serveur d'à côté, le serveur d'Amazon ou Google, etc. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin qu'un jeton soit créé pour utiliser ce service? Ne pas se faire avoir par le discours marketing, en fait, tout simplement. C'est ça, il faut aller au-delà, et surtout, après, en plus, on a quelques points qui sont intéressants en général. Il y a le livre blanc, le white paper. Quand on regarde le white paper, il faut regarder directement si ce white paper est technique ou pas. Si le white paper est là pour vous vendre en vous disant c'est génial, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous jetez le white paper et le projet direct, c'est certain que vous êtes sur quelque chose de mauvais. Si c'est uniquement technique, que vous ne comprenez pas, allez dans une communauté qui va comprendre ce sujet-là, posez des questions, essayez un petit peu avant de comprendre le projet aussi. En général, quand quelqu'un vient dire « Est-ce que ce truc-là est cool ?», sans que nous on connaisse le projet, sans que la personne dise ce qu'elle a compris du projet, on n'a pas vraiment envie de s'investir. Donc, recherchez les projets avant de poser des questions de but en blanc. D'accord. Et on parlait de l'étude des projets là juste avant, mais j'aimerais qu'on en étudie un peu en détail. C'est tout simplement le vôtre, hein, alors Honest, qui s'intéresse de très près à la traçabilité via la blockchain. Alors, est-ce que vous pourrez nous en dire un petit mot ? Oui, donc Honest, c'est un projet qu'on a lancé maintenant depuis 1 an et demi, qui est un projet de suivi des responsabilités dans la logistique. Donc en fait, on n'est
pas sur la traçabilité des objets en soi. On n'est pas là pour prendre un IoT et dire et certifier point par point où est-ce que cet objet a été. En fait, ce genre de choses, il y a toujours un moyen pour corrompre les données. La blockchain permet de stocker ad vitam, on en a sûrement déjà parlé dans des podcasts précédents, ad vitam une donnée dans la base au final blockchain. Mais si cette donnée est fausse, on va stocker une donnée fausse ad vitam. Donc faire juste des inclusions pour savoir où est un objet n'a pas vraiment de sens en soi. Ce que nous on fait au final, c'est dire ces objets ont un responsable. Quand je suis chauffeur, que je passe des palettes à un magasin, j'ai ces palettes, j'ai la responsabilité de ces palettes et je passe ensuite cette responsabilité au magasin. Nous, ce qu'on fait au final, c'est de tokeniser cet aspect de responsabilité et de permettre ce transfert de responsabilité de proche en proche tout au long de la supply chain. Donc ça permet au final à la fois d'avoir une vision sur les stocks, de savoir où ils sont et de savoir qui est responsable. Donc si demain on perd un stock dans notre supply chain, on sait qui en était le responsable et on peut le faire payer. Il n'y a pas besoin de savoir en fait exactement où ce stock se trouve. Et vous pensez que Honest aurait passé l'examen de CryptoFR ? Honest a passé déjà l'examen. Avec brio ou pas ? C'était un examen évidemment entre admin, mais il l'a passé plutôt bien. Oui. Super, merci Quentin de Beauchesne, merci d'être passé dans 21 millions. Merci. Merci beaucoup à Quentin de Beauchesne pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!